Bonsoir à tous. Dans l'actualité ce soir, la guerre de succession est ouverte à Tours. L'actuel maire Serge Babary pourrait rejoindre le Sénat en septembre. Son premier adjoint se positionne pour le remplacer. Initiative solitaire dénonce d'autres prétendants en puissance. Les bornes incendie au cœur d'un bras de fer entre pompiers et maires des communes rurales. En cause, des critères d'installation draconiens selon les élus, au point de freiner le développement immobilier. Reportage dans le sud l'Auchois. Et puis, à 11 jours du premier tour de la présidentielle, nous nous intéresserons aujourd'hui à Jean Lassalle. À défaut de convaincre les électeurs, le truculent député du Béarn, vous le verrez, leur redonne le sourire. Voilà pour les titres, bienvenue à tous. Il aura suffi d'une déclaration à nos confrères de l'ANR ce jour pour déclencher un mini-séisme. Jacques Chevchenko, premier adjoint au maire de Tours, se dit prêt à assurer l'intérim en cas de départ de son patron pour le Sénat. Départ qui interviendrait en septembre. Il resterait alors 3 ans de mandat, mais c'est sans compter sur les quinquas de l'équipe municipale. Quinquas qui cachent de moins en moins leurs ambitions. Amanda Breur-Rivera. 8 mots qui ont fait l'effet d'une petite bombe dans le microcosme politique tourangeau. Jacques Chevchenko, premier adjoint à la mairie de Tours, déclare être prêt à prendre la succession de Serge Babary en cas de départ pour le Sénat. Une prise de position qui fait grincer les dents de l'adjoint Christophe Boucher, tant il lui aussi par le fauteuil de maire. Jacques Chevchenko a laissé, au détour d'une interview qui est beaucoup plus large, beaucoup plus longue, laisser tomber une phrase qui est pour moi sans importance. Il n'y a pas d'annonce de candidature de la part de Jacques Chevchenko, et de deux, il n'y a pas de lien fonctionnel entre être premier adjoint et automatiquement maire d'une commune s'il y a une défaillance du maire. Pourtant, Xavier Datteux, aussi intéressé pour succéder à Serge Babary, adopte une position diamétralement opposée. Je pense tout simplement qu'il a rappelé quelles sont les règles d'une municipalité où il y a un maire, un premier adjoint, qui est garant de la majorité et qui, s'il est premier adjoint par le choix du maire, a toutes les capacités et toute la légitimité à prétendre lui succéder ou éventuellement le remplacer. Pourtant, une question se pose. Pourquoi Jacques Chevchenko se positionne ainsi alors que Serge Babary, son ami de 30 ans, n'est toujours pas officiellement candidat? Il y a des adjoints qui sont dans la lumière aujourd'hui, peut-être trop, Thibault Coulon et d'autres, je pense à Xavier Datteux, à Christophe Boucher, et visiblement Serge Babary, qui n'aime pas la polémique, n'avait sans doute pas envie de voir ses adjoints s'étriper sur la place publique. Chevchenko, c'est un peu la solution d'apaisement. Quant à l'adjoint Thibault Coulon, autre prétendant à la succession, il a refusé tout commentaire. Il indique seulement suivre cette affaire de loin depuis son lieu de vacances. Voilà, puis le top départ de cette course à la succession a, semble-t-il, été entendu au-delà de la majorité actuelle. Françoise Amiot, l'ancienne adjointe de Serge Babary et membre du mouvement En Marche d'Emmanuel Macron, annonce qu'elle est elle aussi intéressée par le travail, mais pas avant 2020. On l'écoute. Pourquoi pas, c'est quelque chose qui, bien évidemment, m'intéresse. Je considère pour être porteur pour les Tourangelles et les Tourangeaux. Mais bon, en attendant, il faut déjà que le candidat que je soutiens arrive jusqu'au bout de cette première course et se structure derrière sur les scrutins suivants. Elles font partie intégrante du paysage urbain à tel point que l'on n'y prête plus guère attention. Et pourtant, les bornes d'incendie sont aujourd'hui au cœur d'un bras de fer entre les maires des communes rurales d'Indre-et-Loire et le SDIS, le service départemental d'incendie et de secours. En cause, des règles d'implantation de plus en plus contraignantes avec des conséquences inattendues sur l'immobilier, à tel point que certains maires n'hésitent plus aujourd'hui à se mettre hors la loi. Le reportage dans le sud l'Auchois d'Aurélie Renaud. Des gens qui aimeraient s'installer à Villeloin-Coulanger, il y en a. Il faut dire que le village et ses 660 habitants est bien loti. D'abord, il y a l'école maternelle, un multiservice, une pharmacie et même une maison médicale. Mais voilà, les projets d'installation ou de rénovation de maisons ne se font pas. Dans les hameaux, les permis de construire sont refusés. Pourquoi? Car les lieux sont trop loin de bornes incendie. En effet, une réglementation de 1951 prévoit qu'une borne ou qu'un point d'eau soit accessible à moins de 150 mètres d'une habitation. Résultat, Madame le maire voit s'envoler de beaux projets.
La famille qui va avoir un bébé, un deuxième enfant qui veut agrandir sa maison. Voilà, des gens qui arrivent sur la commune, qui ont acheté une maison, un ancien corps de ferme pour faire des gîtes et le projet a été également refusé pour cause de défense incendie. La conséquence, on va avoir un vieillissement de notre population, on va avoir une désertification au niveau des jeunes couples avec enfants. La réglementation est-elle désuète? C'est ce que pense Éric Moreau, le maire de la commune voisine, Nouan-les-Fontaines. Dans son village, une entreprise de paysagistes souhaitait agrandir son local. La société va bien, elle est en bonne santé, elle a même le projet de recruter 2 personnes. Mais l'extension du local a été refusée. Le service départemental d'incendie et de secours estimant que le bâtiment était trop loin d'une réserve d'eau. 200 mètres au lieu des 150 réglementaires. Pour le maire, c'en est trop. Du coup, le projet ne se fait pas? Alors si le projet, je pense qu'il va se faire, parce que j'ai volontairement outrepassé un petit peu les droits qui me sont donnés. J'ai rayé la mention permis refusé sur le permis de construire. J'ai rajouté de ma main permis accordé et j'ai signé. Voilà. C'est essentiellement parce qu'on se retrouve complètement bloqué dans le développement de nos communes par ce type de règles. Les solutions proposées par le SDIS, le service incendie, installer des retenues d'eau ou de grandes citernes à proximité des habitations, des dispositifs à charge de la commune. Impossible pour le maire, son village de 850 habitants est trop vaste, il fait près de 10 km de long, il ne pourra pas financer de multiples points d'eau dans tous les hameaux. Le maire espère une chose aujourd'hui, que son village, bien équipé avec piscine, école et tous les commerces de proximité, continuera d'attirer de nouveaux habitants. Après l'idylle, le règlement de compte, nous évoquions récemment l'abandon du projet Kligman par la ville de Tours. Eh bien, l'ex-donateur contre-attaque et donne sa version de cet échec. Dans un communiqué, les époux Kligman accusent la municipalité de ne pas avoir tenu ses engagements. Le château de Tours devait accueillir une partie de la collection de l'industriel, mais la ville serait revenue sur sa proposition en accordant que 2 étages sur 4, soit moins de 700 mètres carrés pour quelques 600 œuvres. Martine et Léon Kligman regrettent enfin que la ville de Tours passe à côté d'une occasion unique de développer son attractivité culturelle. La présidentielle, J-11 avant le premier tour. Ce soir, nous nous intéressons à un candidat singulier, Jean Lassalle. Le député béarnais et fils de berger croit en sa bonne étoile. On fait le point dans Focus présidentiel. Et la particularité du candidat Lassalle, faire une campagne en dehors des partis avec le seul soutien des militants de son fief. Ses déplacements aussi sont réduits au minimum, pas de crochet par tour par exemple. Alors comment les électeurs perçoivent-ils ce candidat iconoclaste? Est-il crédible à leurs yeux? Adrien Portron les a interrogés à Tours. C'est celui qui se présente au présidentiel. C'est le futur président de la République. C'est le monsieur qui a fait le débat politique de la dernière fois. Ça me dit un monsieur qui sort de sa plaine avec ses chèvres. C'est le candidat à la présidentielle qui est berger et fils de berger. C'est un monsieur, on ne comprend pas trop ce qu'il raconte et qui est candidat aux élections présidentielles. Vous avez deviné, il s'agit bien de Jean Lassalle. Un peu compliqué pour certains de mettre un visage sur ce nom. Pourtant, il fait partie des 11 candidats à l'élection présidentielle. Alors comment le caractérisent les futurs électeurs? Idéaliste, rêveur. Il veut tout réformer. Un peu utopiste. On va dire simple. Il faudrait qu'il articule un peu plus, quoi. Inconnu. Rustique, je dirais, premièrement. Peut-être un peu daté. Alcoolisé, grand, masculin. Il parle tout doucement. En retard dans les sondages, avec seulement 2%, Jean Lassalle a peu de chances de passer au deuxième tour. Il a du mal à imposer ses idées. Ce n'est pas tellement son programme qui est retenu, mais plutôt celui d'un personnage peu charismatique. Alors lorsqu'on demande aux électeurs s'ils vont voter Jean Lassalle... Non, pas du tout. Non. Absolument pas. Non, non. Non. Certainement pas, non. 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 Les raisons? Beaucoup de monde ne s'intéresse pas assez à la personne et son programme. D'autres le trouvent utopiste ou encore pas crédible. Une situation compliquée pour Jean Lassalle, à seulement 11 jours du premier tour des élections présidentielles.
En bref, cette campagne de communication de SOS Racisme contre le Front National, ces militants étaient présents ce matin à Tours. Un slogan, non à la haine, non à Le Pen. D'autres actions sur le terrain sont prévues ce week-end et la semaine prochaine. L'association dénonce les amalgames et la stigmatisation des musulmans. Un message adressé en priorité aux jeunes électeurs. On essaye de ramener le plus les jeunes surtout, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'abstention en fait au sein de la jeunesse, plus que de l'autre côté, et qu'en revanche, le corps électoral de Marine Le Pen, lui, il est très mobilisé. Donc on essaye de secouer un peu les gens et de leur faire en sorte qu'ils se rappellent ce qui est réellement le Front National et qu'ils se rendent compte qu'en fait le fascisme n'a jamais été aussi proche des portes du pouvoir. Comment sensibiliser les jeunes justement à l'action publique et donc à la politique? La réponse se trouve peut-être dans les conseils municipaux qui leur sont réservés. Exemple à Tours, il y a quelques jours, avec Aurélie Renaud. Un conseil municipal presque classique, sauf qu'ici, les élus ont 13 ou 14 ans. Comme leurs aînés, ils siègent dans la grande salle du conseil, sous la houlette du maire. Au micro, Inès présente le bilan de sa commission, le sport. L'idée des jeunes, organiser une journée découverte des sports méconnus. Brieux et Apolline évoquent, eux, le projet de leur commission, le portage de livres dans les maisons de retraite qu'ils souhaitent réitérer. Peut-être ça va se faire facilement aux vacances d'avril. Donc non, on est beaucoup aidés et donc c'est assez simple de mettre en œuvre des projets. C'est quand même bien de participer à ça, on va s'en souvenir. Le conseil municipal des jeunes est loin d'être un gadget. Lorsque les projets des jeunes élus sont votés, la mairie mobilise ses services pour les concrétiser. Dans quelques mois, il sera question d'un rallye en centre-ville, un projet de la commission Mémoire et Histoire. Donc on est allé sur le terrain, ma collègue est allée sur le terrain avec eux pour essayer de trouver des endroits insolites. Et puis après, ils vont pouvoir travailler avec le service des archives pour pouvoir essayer de constituer ce rallye. Donc voilà, nous on met tout en place, tout ce qui est point de vue logistique en place. L'un des dossiers phares des élus juniors, la création d'un skatepark à Tours. Les jeunes conseillers y sont très attachés. La ville a entendu le message. Et on a pris le relais avec le conseil dit des adultes en votant un petit budget pour l'étude de faisabilité. Je leur ai expliqué à l'occasion d'ailleurs que c'est pas parce qu'on avait une idée, même une bonne idée, qu'elle se mettait en pratique immédiatement. J'étais surpris par l'ampleur du projet qui est assez... C'est un très beau et très gros projet à mettre en place. Il y a plein de choses. L'accord du préfet, de l'architecte de France, c'est des choses assez importantes. Donc oui, on ne se rend pas compte de l'ampleur du projet. Objectif affiché, faire découvrir aux jeunes citoyens leurs devoirs et leurs droits, comme celui de s'exprimer. Le mandat des collégiens de 4e sera de 18 mois. Un mot de sport avec la première étape aujourd'hui du Tour du Loir-et-Cher, 154 km entre Blois et Montpré-Chambord. C'est l'Irlandais Damien Shaw qui s'est imposé. Le Français Thomas Rostolan termine deuxième à seulement 4 secondes. Nouvelle étape demain entre la Ferté-Imbaud et Vernoux en Sologne, 184 km. Restez avec nous dans quelques instants, nous parlerons immobilier avec les propositions choc de l'Union nationale des propriétaires immobiliers, l'UNPI. Objectif doper le secteur de la construction et de la rénovation. On en parle avec son représentant en Indre-et-Loire et Loir-et-Cher, Dominique Grognard. A tout de suite.